Alors, après l'événementiel, nous revenons du côté de la formation et je demande à Thomas de venir sur scène. Thomas de l'IPAG. Et je te passe la main. Alors, attends. Hop. Et voilà. On y est. À toi, Thomas. Bonjour à tous. Je vous remercie en tout cas de votre accueil. Merci à Laurent. Ok. Il me semblait que vous deviez mettre fin. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Donc, je me présente. Je suis Thomas Hervouet-Casmi. Je suis fondateur et responsable du Digital Learning Center à l'IPAG Business School. Mon propos va être complémentaire de ceux qui m'ont précédé dans la mesure où je vais vous présenter notre approche du métavers, une approche du métavers à destination de la génération Z, qui sont nos étudiants, qui sont vos stagiaires, qui sont vos alternants, qui sont vos jeunes diplômés, vos jeunes salariés. Et je vais ponctuer mon propos autour de 4 points. Donc, notre approche de l'innovation, qui est un peu originale, notre approche marketing du besoin, pour recentrer finalement le besoin, alors nous en tant qu'école de commerce. Je vais ensuite approcher la veille stratégique que nous menons, et qui nous a permis derrière de pouvoir décliner une stratégie du métavers. Donc nous, on a une petite particularité, c'est qu'on innove un peu différemment. Donc moi, j'ai créé le Digital Learning Center au mois de janvier 2020. La particularité, c'est globalement de mobiliser l'effet de levier au niveau de l'organisation pour avoir un maximum d'impact. Donc ça passe globalement par une place stratégique dans l'organisation. Je fais partie du comité de direction et volontairement, j'ai demandé à être situé dans les directions métiers. C'est vrai que pour beaucoup, il y a des directions de l'innovation. C'était le cas avant que j'arrive. Il y a aussi la possibilité de rattacher à la DSI ou une direction de la transformation. Moi, volontairement, par rapport à mes 20 ans d'expérience en projet transverse et transformation digitale, j'ai préféré être dans la direction métier pour avoir une légitimité de parole et pouvoir aussi avoir un ascendant sur les personnes concernées par ces changements. Deuxième point, notre équipe, c'est une équipe commando très expérimentée, pas d'armée mexicaine. L'idée pour moi, c'était d'avoir des gens qui sont en capacité de dire non. Le problème majeur dans les projets de transformation, c'est surtout en fait l'incapacité de dire non, puis finalement de se lancer dans une myriade de petits projets. Moi, dès mon arrivée, j'ai rationalisé le nombre de produits pour avoir peu de produits, mais un maximum d'usages. Par rapport à ça, l'idée, c'est on enrobe un produit digital learning par tout un ensemble de processus transverses, et j'insiste sur transverse. On ne traite pas uniquement le besoin académique d'un produit digital learning. L'idée étant que nos missions sont étendues. Donc, une mission étendue, c'est quoi? Une mission étendue, c'est oui, il y avait un besoin initial à satisfaire, souvent académique. Le sujet, c'est comment ce besoin, je peux le transformer pour mobiliser et satisfaire d'autres besoins qui sont hors les murs de l'école, qui sont hors les murs du département des programmes, c'est-à-dire hors académique. Donc typiquement, tout ce qui est intégration professionnelle, typiquement tout ce qui est en lien avec le projet personnalisé, individualisé de l'étudiant. Je parle d'individualisation non planifiée parce que oui, comme toutes les écoles de commerce, nous travaillons l'individualisation planifiée. Mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est usage non planifié. C'est tout ce qui est émergent comme pratique que personne ici n'aurait même pensé. Donc l'idée, c'est de vous montrer en termes d'impact. Donc nous, on impacte avec une petite équipe, 3500 étudiants, 900 enseignants, le personnel, puisqu'effectivement, je vous parlais de projets transverses. En termes d'impact, on est souvent sollicité pour témoigner de nos bonnes pratiques sur la formation de nos étudiants aux outils digitaux qui sont déjà déployés dans vos organisations. Par ailleurs, nous avons déployé LinkedIn Learning pour être en avance de phase et lorsqu'ils sont stagiaires chez vous, lorsqu'ils sont alternants chez vous, lorsqu'ils sont jeunes salariés chez vous, ils sont accompagnés finalement d'une solution qui leur permet de répondre, donc in the flow of work, qui est la possibilité de mobiliser une formation de entre une quinzaine de minutes à 1 heure pour réaliser la tâche.
Donc typiquement, on a vu le témoignage, j'avais été sollicité par une mutuelle de 40 000 personnes qui nous avait demandé d'être mis en relation avec LinkedIn Learning parce que justement, ils étaient étonnés que certains de nos stagiaires puissent finalement remplir des tâches pour lesquelles finalement ils n'étaient peut-être pas forcément formés, mais pour lesquelles ils ont été très réactifs et ils ont pu se mettre à niveau de manière très réactive. Et la directrice commerciale avait noté qu'effectivement, nos étudiants se mettaient à jour via ce dispositif, qui est par conséquent non planifié. Par ailleurs, nous sommes la 11e étude de cas monde pour le pilotage de nos engagements sur nos plateformes de digital learning. On utilise les services d'IntelliBoard et je vous renvoie donc à l'étude de cas qui a été réalisée, qui est disponible en ligne. L'approche marketing du besoin, pour moi, c'est qu'en fait, nous, on est une école de commerce. Donc, en tant qu'école de commerce, on doit adresser la génération Z. Donc, tout à l'heure, on parlait de la guerre des talents. Certains d'entre vous travaillent dans les services RH. Moi, je pars du besoin qui est le besoin de mes étudiants en termes de compétences digitales. C'est quoi les compétences digitales qu'il faudra pour travailler dans vos organisations? Moi, je pars d'un constat, c'est que déjà, on a la chance. Une très grande majorité d'entre eux sont très familiers du jeu vidéo, mais contrairement, et ça c'est important de l'avoir par rapport à la conduite du changement, vous pourriez penser qu'il va y avoir un problème au niveau des autres générations. Vous voyez avec moi que, donc ça c'est une étude qui sort chaque année du syndicat du jeu vidéo, et c'est vrai que ça fait quelques années, on voit que c'est très très stable. Dans les autres strates de la population, on a également une forte appétence aux jeux vidéo, avec un peu plus de 2/3 des personnes. La génération Y donc, est particulièrement appétente pour les jeux vidéo. Ça tombe bien, parce que du coup, ça veut dire qu'on a déjà une partie du travail qui est réalisée. Ils ont déjà des compétences qui sont prouvées d'utilisation des mondes virtuels et notamment la capacité donc, à créer des avatars, créer des amitiés, créer des relations basées sur l'apparence en achetant des vêtements. Donc on voit que c'est le consommateur de demain, mais en même temps, parce que c'est le consommateur de demain par rapport à vos business models actuels, c'est peut-être aussi votre futur collaborateur qui va vous aider finalement à transformer votre business. Donc, le point qui me concerne, moi, c'est que je ne gère pas, en fait, le Club Med. Je gère donc la digitalisation des pratiques d'étudiants d'une école de commerce. Et donc, par rapport à ça, vous remarquerez qu'il y a une forte appétence à la sociabilité au sein de ces univers. Là, ce qui est intéressant, c'est que la statistique que je vous montre, elle n'est pas propre à la génération Z, comme on pourrait le penser. Ça, c'est la statistique moyenne. Donc, je pense qu'on verra tout à l'heure, par rapport à la génération Z, ils sont encore plus appétents. Par ailleurs, vous voyez qu'il y a une des motivations d'être dans un univers virtuel, c'est l'apprentissage et c'est de se dépasser. Ce qui m'intéresse, c'est que la sociabilité a été analysée de manière approfondie. Et là, vous voyez que vous avez presque 2/3 des personnes qui se sont rencontrées pour de vrai à l'issue d'une rencontre virtuelle, sachant que vous avez 35% qui se sont rencontrés uniquement virtuellement. Mais au total, on est sur 80% des gens qui se sont rencontrés d'une manière ou d'une autre. Je voulais juste faire un clin d'œil par rapport au fait qu'on pourrait penser que le virtuel, ça va être encore un projet d'innovation futuriste, voire de la prospective. Non, Actimel, je ne pense pas que ça soit spécialement porté sur ça. Là, ils sont pratico-pratiques et pragmatiques. Donc là, vous voyez qu'une campagne de publicité passée sous une forme d'une émission en streaming, au streaming auprès de 4 grands joueurs sur la plateforme Twitch, leur a permis, l'air de rien, de toucher 603 000 personnes en 2 heures. Avec un taux d'engagement important, puisque vous voyez les chiffres, on est à plus de 3 millions de vues et 12 millions d'impressions. On en vient à notre sujet.
je vais pris exprès Carrefour. Carrefour, dans The Sandbox, a créé une expérience virtuelle qu'il a d'ailleurs renouvelée entre-temps. Pourquoi ? Parce que effectivement, l'objectif pour Carrefour, c'est de vraiment parler à la génération Z. Et là, ils sont dans l'univers virtuel. Donc en fait, on n'est plus sur de la prospective, on est dans la réalité des choses. Et nous, finalement, on n'est pas en avance, on est juste en train de rattraper le mouvement. Très important, des sondages sur finalement qu'est-ce qu'ils comptent faire dans le métavers. Sans grande surprise, en dehors du jeu, il y a le fait de tisser des relations. Donc ça tue une idée communément admise que les univers virtuels tuent la socialisation. Non, là, ça provoque la socialisation. Et là, je parle pour la génération Z. Par ailleurs, vous voyez que le travail et l'école sont finalement pas en si mauvaise place. Bon, à côté de rencontrer quelqu'un dans un bar ou une boîte de nuit, je l'accorde. Je vous renvoie sur cette étude qui a été faite de manière relativement serrée au niveau méthodologique. Ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez constater que 45% des joueurs de la génération Z déclarent « J'ai l'impression que mon identité dans un jeu est une expression plus fidèle de qui je suis ». Donc ça, c'est important. Par rapport à ma génération et la génération d'un certain nombre d'entre vous, on pourrait se dire « Non, mais c'est pas possible, ça c'est virtuel, ça va certainement arriver dans un certain temps ». Non, les chiffres le montrent. Pour presque la moitié d'entre eux, c'est une image plus fidèle. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'histoire de la projection. Par ailleurs, étant donné que je travaille dans une école de commerce, ce qui m'intéresse, c'est le chiffre 33 aimeraient l'utiliser pour construire une carrière. Donc ça vous intéresse aussi par rapport à la guerre des talents. Et par ailleurs, on est toujours sur 47% aimeraient l'utiliser pour rencontrer de nouvelles personnes. Là, c'est une étude de Microsoft qui montre que 51% de la génération Z envisage de travailler en utilisant le métavers au cours des 2 prochaines années. Donc, c'est intéressant parce que vous voyez qu'il y a quand même un décrochage par rapport aux générations précédentes. Et donc, le sujet, comme je vous le disais, c'est moins de savoir est-ce que vous allez vous lancer dans le métavers, mais plutôt de savoir comment vous allez finalement utiliser ces nouvelles compétences de vos étudiants en alternance ou autres à l'intérieur de vos organisations. Une fois qu'on a fait cette approche marketing du besoin, on peut quand même se poser la question, comment est-ce qu'on va appréhender ces nouveaux mondes ? Déjà, on a une partie de la réponse dans l'étude du syndicat national du jeu vidéo, à savoir que déjà, l'utilisation des mondes virtuels, c'est quotidien pour une majorité de la population. Moi, l'angle particulier, donc c'était ça dont je vous parlais tout à l'heure, ma veille stratégique est particulière parce que j'ai un angle serious game et en fait, ma grille de lecture va se faire par rapport à ça. Donc, si je reprends cet écran qui est assez classique, donc sur la gauche, vous voyez un cadran sur la gamification. Donc, nous, pour la gamification, on utilise beaucoup Klaxoon. Et donc, rien que pour les prochaines rentrées, nous mettons en place des escape games à partir de ces expériences de gamification. Par ailleurs, pourquoi je vous ai cité Fortnite ? Parce que Fortnite, au-delà d'être un jeu, et je vous invite à l'explorer, c'est le moyen pour vous de découvrir les nouveaux business models de demain, les nouveaux moyens de socialisation et cette expérience qui manque peut-être d'ailleurs dans vos dispositifs digitaux actuels. Donc là, moi, je vais faire un focus sur le serious game parce que c'est à partir de là que finalement notre réflexion est apparue. Donc, j'ai participé à des concours de serious game, pour lesquels d'ailleurs j'ai remporté 2 titres en 2019 et en 2020, dans des mondes virtuels 360 degrés, non connectés, donc on n'est pas dans le métavers. J'ai organisé un hackathon étudiant de création de serious game en 2021, très intéressant parce qu'au final, ils ont réussi à produire des choses beaucoup plus avancées que ce que l'on pensait au départ. Par ailleurs, rencontrer les pionniers. Donc, moi, j'appartiens à une association de veille qui s'appelle InnoCherche, qui nous permet justement d'être indépendamment des industriels, de réfléchir autour des nouveaux usages. Donc, pour ce qui me concerne, j'étais responsable du think tank Open Innovation, puis formation digitale et actuellement cybersécurité. Donc, ça me permet d'étendre ma vue et pas simplement être focus sur mon secteur d'activité, ma fonction. Par ailleurs, j'ai rencontré William Brou, qui est
le premier enseignant en France à enseigner couramment et toujours l'histoire à partir des jeux vidéo d'Ubisoft notamment, Assassin's Creed pour pas les nommer. Nous avons Guillaume Clerc qui avait lancé la première expérience en casque virtuel de harcèlement de harcèlement sexuel. Et donc ça, c'était au salon Virtuality 2019 auquel je participe tous les ans. L'idée étant pour moi de partager toute ma veille. Donc en fait, si vous allez sur mon profil LinkedIn, vous allez pouvoir télécharger chacun des comptes rendus de veille que je réalise. Et on voit aussi l'évolution du salon. Donc pour moi, l'évolution du salon, elle est importante parce que je trouve que l'édition de cette année a constitué vraiment une vraie rupture, puisque enfin, nous avons enfin des vrais usages qui permettent pour moi de donner le go à il faut se lancer. Donc, j'ai organisé une matinée de démonstration pour le comité de direction et la direction pédagogique suite au feu vert que j'ai obtenu. Donc, c'était au début de l'année. L'idée étant de matérialiser auprès des décideurs la réalité de tous ces mots qui, pour beaucoup, pouvaient être un petit peu virtuels, justement. Et à la suite de ça, j'ai organisé une consultation auprès des agences et des éditeurs de métavers, dont d'ailleurs un certain nombre sont déjà dans cette salle. L'idée étant pour moi de mieux comprendre l'offre et donc de pouvoir définir une stratégie métavers. Donc, moi, je voulais juste partager avec vous, en tout cas pour ceux qui sont sur le démarrage ou ceux qui se posent des questions, quelles sont en tout cas pour moi les questions importantes à se poser. Donc pour moi, les questions importantes à se poser, c'est finalement le casque en réalité virtuelle, est-il vraiment obligatoire ou pas ? Ça dépend, on va dire, de votre positionnement dans le temps. Moi, je suis un pragmatique. Ce qui m'importe, c'est de booster les usages et de mettre en action l'ensemble de l'organisation. Donc, c'est vrai que les casques en réalité virtuelle, ça constitue quand même un petit barrage à l'entrée. Alors, déjà, par rapport au fait que biologiquement, on n'est pas tous égaux. Donc, moi, je ne peux pas m'engager à lancer un dispositif pour lequel, dans la salle, il y aura peut-être 1, 2, 3, je ne connais pas le nombre d'étudiants, qui ne pourront pas supporter le casque, soit tout de suite, soit peut-être sur 5 minutes, soit sur 10 minutes. Ça, biologiquement, on ne sait pas le prédéterminer. Donc, on ne peut pas se lancer là-dedans à l'aveugle. En tout cas, nous, en tant qu'école de commerce, on ne peut pas prendre cette responsabilité. Par ailleurs, si vous n'avez pas cette contrainte que je viens de vous donner, peut-être que vous avez des contraintes budgétaires, peut-être. Et dans ce cas-là, va se poser la question de l'investissement dans les casques, l'investissement dans un lieu pour stocker les casques, l'investissement en ressources humaines pour s'occuper des casques, pour les maintenir. Bref, toute une logistique. Donc, pour ce qui nous concerne, la réponse a été non, pas de casque virtuel. Deuxièmement, le métavers, isolé ou partagé ? Effectivement, quand vous ferez votre consultation ou appel d'offres, vous verrez qu'il y a les deux solutions qui existent. Pour ce qui me concerne, c'est vrai que la problématique du métavers isolé, c'est qu'en fait, on est content parce qu'on a notre espace à nous et on est entre nous. Et puis finalement, au niveau technique, si on est 201, ça marche plus. L'avantage pour moi du partagé, c'est quand même cette petite latence. C'est-à-dire que l'univers partagé va permettre d'accueillir plus d'organisations. Donc tout à l'heure, nous avions Alstom University, par exemple, qui est sur la même île que nous. Voilà, donc de temps à autre, on croise des gens d'Alstom. Mais l'avantage quand même d'être dans une île, c'est de pouvoir justement ne pas avoir cet effet d'escalier, où finalement, vous êtes bloqué à l'unité supplémentaire de ce que vous souhaitiez avoir. Donc nous, la solution choisie était justement de choisir un métavers partagé. Quel besoin couvrir ? Donc nous, en termes de besoins, la solution, elle est assez simple. On a 2 besoins à couvrir. Le premier besoin, c'est de faire l'impossible par rapport au réel. Si vous refaites le réel, pour moi, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée par rapport au comité de direction. Donc, nous, l'impossible à faire, c'est faire des cours intercampus Paris-Nice, c'est faire des cours Paris et l'international, c'est faire des cours qu'avec des internationaux. Et donc ça, c'est des choses que de toute façon, on ne pouvait pas faire sous ce mode-là. Alors, sous ce mode-là, ça revient au deuxième besoin. Le deuxième besoin, pour moi, c'est la socialisation. Oui, vous avez Teams pour faire un cours.
Oui, vous avez différentes solutions pour faire un cours, très bien, mais dites-moi comment vous faites cette fameuse rencontre. Bah, vous la faites pas en fait. Moi, ce qui m'intéresse dans cette solution, c'est qu'on peut faire des rencontres avant le cours, on peut faire des rencontres après le cours, et là justement, on a commencé à mettre à disposition des salles de travail pour pouvoir engager des travaux collectifs au niveau des étudiants. Je suis toujours, vous voyez, dans l'individualisation non planifiée. J'essaye de créer des espaces de liberté pour que du non planifié émerge. Je n'ai pas la prétention de penser qu'on va réussir à anticiper tout ce que pourraient faire les étudiants. Moi, je veux juste leur donner des marges de liberté pour pouvoir créer des choses. Quelle solution choisir? Donc, à l'issue de cette consultation, donc c'est l'agence Commodal que nous avons choisie, ainsi que la plateforme donc, Virbella, qui est distribuée par Commodal. Quel challenge affronter? Donc le challenge à affronter, vous avez pu le remarquer tout à l'heure dans les statistiques que je vous ai montrées, ça va être surtout un challenge générationnel de croyances, puisque finalement la génération Z l'utilise déjà et est déjà dans ce monde quelque part. Et donc mon travail à moi, ça va être d'accompagner les enseignants et le personnel à rejoindre ce mouvement et à voir que finalement c'est peut-être pas si compliqué que ce qu'on aurait pu penser. Donc pour aller de l'avant, on a lancé donc notre campagne de sensibilisation, notre campagne de communication, notre campagne de formation pour la rentrée prochaine 2023-2024. Quelles nouvelles compétences nous faut-il créer? Alors, en fait, en termes de compétences, les nouvelles compétences que nous devons créer, ce sont les compétences qui vont être utiles à vos organisations pour faire du marketing différemment, pour faire de l'innovation différemment, pour faire des RH différemment, je parle du recrutement, pour faire de la production différemment. En fait, pour nous, le cœur de ce projet, c'est pas un projet ni d'ego ni d'image, c'est un projet tout simplement pédagogique de construction de nouvelles compétences pour aider vos organisations dans leur digitalisation et leur croissance. Je vous remercie en tout cas beaucoup pour votre écoute.